Bonjour à toutes et à tous. On continue notre exploration de l'histoire de la monnaie et on arrive aujourd'hui à un tournant. Mais alors un vrai tournant. On va voir comment l'arrivée de l'Europe en Amérique a complètement fait exploser un ordre monétaire vieux de plusieurs siècles. Et pas seulement. Cet événement a aussi paradoxalement donné naissance à l'État moderne et à la monnaie telle qu'on la connaît. C'est l'histoire de comment une quête d'épices a, sans le vouloir, bâti les fondations de notre monde. Alors la grande question qui va nous occuper, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on passe de ça, le château féodal, à ça, l'édifice de l'État moderne? Et attention, ce n'est pas juste une question d'architecture, non, c'est une révolution économique et politique totale. Et son détonateur, c'est une crise monétaire profonde. La clé de l'énigme, en fait, elle n'est pas dans la découverte d'un nouveau monde, mais bien dans la crise d'un ancien. On a tous appris que l'histoire moderne commence en 1492 avec Christophe Colomb, n'est-ce pas? Eh bien, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut creuser un peu plus loin. Le véritable point de départ, il est à chercher dans les contradictions même du système médiéval. L'arrivée en Amérique, ce n'est pas vraiment la cause, c'est plutôt le catalyseur, l'étincelle qui a tout accéléré. Le système moderne, il n'est pas apparu d'un coup de baguette magique. Ses racines plongent dans un ordre médiéval tardif qui, et c'est là tout le paradoxe, était en fait devenu victime de son propre succès. Un système qui marchait trop bien et qui a fini par se heurter à ses propres limites. Et c'est en regardant de plus près qu'on trouve une vulnérabilité, une vraie faille mortelle, cachée au cœur même de la prospérité de l'Europe à la fin du Moyen-Âge. Il faut se défaire de l'image d'un Moyen-Âge sombre et stagnant. L'Europe des XIVe et XVe siècles, c'était tout l'inverse, c'était incroyablement dynamique. Les villes étaient en plein boom, des réseaux commerciaux immenses reliaient la Méditerranée à la mer du Nord, et des outils de crédit comme les lettres de change étaient déjà bien installés, bref, une économie en pleine ébullition. Et voilà, on y est. Voici la faille. Les seigneurs féodaux, pour se moderniser, ont eu une idée. Au lieu d'exiger des corvées ou une partie des récoltes, ils ont commencé à demander des rentes en argent, d'un montant fixe. Sur le papier, c'était plus simple, plus moderne. Mais c'est précisément là que le piège s'est refermé sur eux. En liant tous leurs revenus à un montant d'argent fixe, ils ont, sans s'en rendre compte, parié tout leur pouvoir sur la stabilité de la monnaie. Si la monnaie se dévalue, leurs revenus réels, eux, s'effondrent. Et le problème ne fait que s'aggraver. D'un côté, l'économie explose. De l'autre, la quantité d'or et d'argent disponible, elle, stagne. Et pire encore, pour acheter des épices et de la soie d'Asie, l'Europe paye avec ses métaux précieux, qui, du coup, quittent le continent. Le système commence à suffoquer. Il manque de sang, de liquidité. C'est ça, le fameux goulot d'étranglement. Et là, le coup de grâce. 1453. L'Empire ottoman prend Constantinople. Et ce n'est pas qu'une crise géopolitique, c'est une crise monétaire absolue. Les routes commerciales vers l'Orient sont coupées. Du jour au lendemain, l'Europe perd tout contrôle sur les flux de métaux précieux qui la faisaient vivre. La paralysie économique n'est plus une menace, elle est imminente. Face à une crise d'une telle ampleur, ce n'est pas un marchand ou une ville qui peut trouver une solution. Non, une seule entité a la puissance de feu nécessaire pour réagir, l'État qui est alors en train de naître. Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle l'âge des découvertes n'était pas une simple exploration romantique. C'était une opération économique et militaire de survie. L'objectif était très clair. Trouver une nouvelle route maritime vers l'Asie pour contourner les Ottomans, reprendre le contrôle des métaux précieux et tout simplement sauver l'économie européenne de l'asphyxie. Et c'est en cherchant une solution à ce problème bien précis qu'ils vont tomber, complètement par hasard, sur toute autre chose. Une solution qui va déferler sur l'Europe comme un véritable tsunami monétaire. L'arrivée de Christophe Colomb en 1492, c'était un accident. Il cherchait l'Asie, il a trouvé l'Amérique. Mais le vrai choc, le tremblement de terre qui a changé le système, c'est en 1545. C'est la découverte des mines d'argent de Potosí, en Bolivie actuelle. D'un seul coup, un afflux absolument colossal d'argent se déverse en Europe, pulvérisant le goulot d'étranglement qui paralysait le continent depuis un siècle. Cet afflux massif d'argent, ça déclenche ce que les historiens ont appelé la révolution des prix. Mais attention, ce n'est pas une inflation où tout augmente tranquillement ensemble. Non, c'est une asymétrie fatale. D'un côté, les prix des marchandises, de la nourriture, de tout ce qu'on achète, explosent. De l'autre, les rentes des seigneurs, elles, restent bloquées, figées par les vieux contrats. Un fossé immense se creuse. Et c'est dans ce fossé que tout l'ancien monde va s'effondrer. Cet écart, cet immense ciseau entre des coûts qui s'envolent et des revenus qui ne bougent pas, ça va être le détonateur de l'effondrement d'un ordre social qui durait depuis des siècles. La mécanique est implacable, comme une suite de dominos. Les rentes sont fixes, l'inflation est massive, du coup, le pouvoir d'achat des seigneurs s'évapore, littéralement. Le résultat, c'est la ruine pure et simple de l'aristocratie terrienne, de toute la classe dirigeante médiévale, dont la base économique vient de se désintégrer à cause d'un simple désalignement monétaire. Et bien sûr, quand un pouvoir s'effondre, il laisse un vide. Et sur les ruines de ce monde féodal, un nouvel acteur.
bien plus centralisé et bien plus puissant, va venir prendre toute la place. Le changement est radical. Avant, le pouvoir venait de la terre. Maintenant, il vient de la centralisation administrative. Avant, le seigneur vivait de rentes fixes. Maintenant, l'État lève des impôts directs en argent qu'il peut ajuster selon ses besoins. Avant, la force militaire reposait sur des vassaux. Maintenant, l'État paye une armée permanente de mercenaires. C'est tout simplement la naissance de l'État moderne. Mais voilà, même ce nouveau système va atteindre ses limites. Ces nouveaux États se feront la guerre sans arrêt, et les guerres coûtent une fortune, de plus en plus cher. Leur appétit pour l'argent est insatiable. Le problème, c'est que même les montagnes d'argent de Potosí ne sont pas inépuisables. L'arrivée d'argent physique finit par ralentir, et ça crée une nouvelle crise existentielle pour ces États. Et c'est là que l'histoire va se séparer en deux. On voit deux modèles émerger. D'un côté, il y a l'Espagne, qui reste accrochée à l'argent physique, à l'argent métal, et qui va finir par faire faillite plusieurs fois. Et de l'autre, il y a l'Angleterre, qui va inventer une solution absolument révolutionnaire, la monnaie de crédit, une monnaie basée sur la dette de l'État lui-même. Ce qui nous amène à la question finale de cet épisode. Alors que les mines s'épuisent, qu'est-ce qui va fonder le pouvoir de demain? L'argent qu'on peut toucher, l'argent physique, ou la promesse abstraite du crédit? La réponse à cette question a non seulement décidé du sort des empires, mais elle a surtout façonné le système financier dans lequel on vit encore aujourd'hui. Et ça, c'est une histoire qu'on explorera dans notre prochaine analyse. Merci beaucoup.